de 300 citernes remplies de carburant de haute qualité sont rentrées au Mali, escortées par les FAMA avec une sécurité de haut niveau. Oui, des hélicoptères qui ont escorté dans le ciel les carburants. Des militaires mobiles ont suivi le convoi et puis les satellites ont survolé le convoi. Les terroristes qui ont voulu intercepter le convoi ont été... Le Mali, dans ces temps-ci, traverse une situation très humiliante qui ne reflète pas l'image. La Côte d'Ivoire a envoyé 300 citernes d'essence au Mali pour éviter une crise humanitaire au Mali. Et les activistes de l'AES, au lieu de nous remercier, nous disent qu'il n'y a pas de crédit dedans et que ça a été payé cash. Plus de 300 citernes remplies de carburant de haute qualité sont rentrées au Mali, escortées par les FAMA avec une sécurité de haut niveau. Oui, des hélicoptères qui ont escorté dans le ciel les carburants. Des militaires mobiles ont suivi le convoi et puis les satellites ont survolé le convoi. Les terroristes qui ont voulu intercepter le convoi ont été mis en pâté pour chien. Oui, les amis, allez-y dire à Serge Globuleux, le journaliste Trotero, que le carburant qui est rentré au Mali, c'est un carburant qui a été acheté avec l'argent du Mali. Il n'y a pas de crédit dedans. C'est pas de l'aide humanitaire. Ça a été acheté avec des conditions fixées par les deux parties. Les opérateurs économiques, les revendeurs de carburant ont décidé de ne pas augmenter le prix du carburant. Le carburant que vous allez avoir les Maliens, ce sera même moins cher que le carburant de là où le carburant est venu. Pour vous dire que le gouvernement du Mali travaille pour vous et que l'inflation n'aura pas lieu avec le carburant. Et il ne s'amuse plus, hein. Quand il s'attrape quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit. Maintenant, lui, il est devenu président du Mali aujourd'hui. Un militaire est au pouvoir, voilà un petit. Il sait qu'il dit, il va le faire. Et puis, je vais vous donner les raisons pourquoi les gens écoutent ces petits-là. Pourtant, c'est un terreau. Quand il part, tous les Maliens l'écoutent. Hein. Parce qu'il y a la rigueur de ce qu'il dit. Quand il dit, les gens ne l'écoutent pas, les gens ne l'aiment pas. Hein. Les gens l'écoutent par peur. Pour ne pas que, s'ils font quelque chose, que c'est que les gars là, les gens ont peur de lui. Écoutons les restes. Il dit que la route est ouverte pour tout le monde. Mais ceux qui se promènent avec des militaires qui vont les attaquer. Il ne veut plus voir les camions citernes encore. Et ça, c'est terminé. C'est ce qu'il a dit. Voilà, écoutons les restes. Il dit qu'il veut, jusqu'à présent, s'il voit un citoyen qui vient de Caille ou Nyoro, il va les attaquer. Et ils n'ont qu'à rester chez eux. C'est ce qu'il a dit. Écoutons les restes. Il dit qu'il s'adresse, le porte-parole de l'armée de la ville part. Colonel Suleiman Dambélé. Le colonel Suleiman Dambélé est sorti mentir devant tous les Maliens. Il dit qu'il n'y a rien sur la route de Caille. Maintenant, le petit terreau là est sorti dire que si les garçons, il n'a qu'à prendre une voiture pour aller à Caille. Et ils vont l'attraper. Il dit que si jamais un de nos dirigeants prend la route là, de Caille là, et ils vont l'attraper. Quelle honte. Voilà un petit terreau qui vient de sortir pour dire ça. Écoutons les restes. Voilà. Il dit que ça c'est leur dernier avertissement. Hein. Que si lui il sort encore là, c'est pour tout gâter encore, ou bien il y a eu l'entente entre eux et les autorités. C'est une porte de sortie pour négocier. Voilà ce qu'il veut dire. Maintenant, mon message à tous les Maliens, plus particulièrement à l'armée malienne. Si vous voyez aujourd'hui que ces terroristes ont la force aujourd'hui, c'est la mauvaise politique d'Assimi Goïta. Assimi a divisé le peuple malien. Voilà, les terroristes ont la force aujourd'hui. Il y a des Maliens par haine, ils sont allés même, il y a des Maliens même qui écoutent le petit là aujourd'hui. Quand une nation est divisée, voilà ce que ça donne. Moi, en tant que citoyen malien, je soutiens mon armée. Oui. Mais c'est que le conseil que je donne à l'armée malienne, que l'armée malienne sache qu'elle est exposée par Assimi Goïta. Si l'armée malienne a été attaquée aujourd'hui sur la route de Caille, c'est parce qu'ils ont filmé les convois de l'armée malienne. C'est la nouvelle politique d'Assimi Goïta pour agrandir les propagandes. Ils ont filmé nos militaires en pleine route. Ils les ont donnés à la boucherie. Et c'est que mon dernier conseil aux forces armées maliennes. Puissance, Mali, puissance, Amaïde. Vous savez, il faut qu'à un moment donné, on se regarde dans les yeux et on se dise un peu de vérité. Le Mali, dans ces temps-ci, traverse une situation très humiliante qui ne reflète pas l'image d'un État qui est dans une
je pourrais le dire, dans un développement concret. Je prends la parole parce que j'ai vu beaucoup de cyberactivistes maliens du fait que nous avons posté que des centaines de camions citernes ont quitté la Côte d'Ivoire avec de l'essence sortie de notre raffinerie, voilà, Petrosi. Nous avons vu beaucoup de cyberactivistes maliens. Oh non, on n'a pas remercié la Côte d'Ivoire qui a participé à la sécurisation de ces différents convois. On n'a pas remercié la Côte d'Ivoire. On a payé, etc., etc. L'image que nous avons vue du Mali, là, c'est une image que vous avez voulu cacher. De ces milliers de motos stationnées avec des bidons à des stations d'essence. Mais ça, ce sont les reflets d'un gouvernement qui a échoué lamentablement. Mais ça, ce sont les signes d'un pays qui est au bord de la faillite. Et vous avez un pays que vous aimez, certains Maliens aiment bien, parce que les Ivoiriens naturellement aiment les Maliens, mais nous n'avons pas le retour de cet amour que nous vous donnons. Parce que si on voulait regarder au passif de nos 49 soldats qui avaient été arrêtés, on vous aurait dit d'appeler la Russie pour qu'ils viennent vous vendre du carburant. On vous aurait dit d'aller dans un pays voisin acheter votre carburant. Parce que nous, notre carburant, qu'on monte, qu'on descend, il sera toujours acheté. Nous ne sommes pas en manque de clients par rapport à notre carburant. Mais j'aimerais vous rappeler un fait. La Guinée a traversé un moment très difficile lorsqu'il y a eu l'explosion de leur dépôt de carburant. La Côte d'Ivoire a participé au ravitaillement. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire a aidé, a donné le carburant, a mené même, je pourrais le dire, son aide au niveau de la Guinée. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays voisin qui a toujours aimé ses voisins et qui a toujours contribué pour ses voisins. La preuve, à ce petit plaisantin de petit président capitaine au niveau du Burkina, nous lui avons donné 3 milliards. Parce que selon lui, lorsqu'il est arrivé, il n'a trouvé que dans les casernes, moins de 5 Kalachnikov. Donc face au terreau, ce gars-là qui a fait un coup d'état pour promettre la sécurité en 6 mois, donc ça fait 3 ans que je dis qu'il est capable d'apporter la sécurité. Une crise de carburant au Mali. Le pays tout entier est plongé dans une situation que personne n'avait vraiment prévue. Les stations-service sont vides, les longues files de véhicules s'étendent sur des kilomètres, et dans les quartiers de Bamako, les gens parlent d'une seule chose, le Mali a manqué de carburant. Certains accusent la mauvaise gestion. D'autres murmurent qu'il y a derrière cette pénurie une main invisible, un calcul politique. Mais au milieu de cette confusion, une nouvelle inattendue est venue apaiser un peu les esprits. La Guinée est venue au secours du Mali. Des camions-citernes guinéens chargés de carburant ont traversé la frontière pour ravitailler le pays frère. Ce geste a été salué par la population. Mais derrière les sourires et les remerciements, une autre tension monte. Car au Mali, tout le monde le sait, la politique n'est jamais simple. Et dans l'ombre du pouvoir, un homme fait peur à beaucoup de politiciens. Il ne parle pas souvent, mais quand il parle, le pays l'écoute. Il a le regard dur, le ton ferme, et un plan qu'il prépare depuis des mois, renverser le président actuel. Cet homme, c'est un ancien militaire, reconverti en homme politique. Il connaît les failles du système. Il sait où frapper, et surtout, il a l'écoute du peuple. Beaucoup le voient comme un libérateur, d'autres comme un danger pour la stabilité du pays. Mais lui, il n'a qu'une idée en tête, reprendre le Mali en main. Dans la vidéo que vous allez voir, on comprend vite que la crise du carburant n'est pas qu'un simple problème économique. C'est le point de départ d'un grand bouleversement. Car pendant que la Guinée envoie ses convois de secours, au cœur de Bamako, des réunions secrètes s'organisent. Des officiers à la retraite, des jeunes politiciens ambitieux, et même quelques membres du gouvernement, en désaccord avec le président se rassemblent discrètement. Ils veulent en finir avec ce qu'ils appellent une présidence endormie, une direction du pays qu'ils jugent trop lente, trop dépendante, trop silencieuse face aux souffrances du peuple. Assis. Le président, lui, tente de garder son calme. Entouré de ses conseillers, il donne l'ordre d'accélérer la distribution du carburant offert par la Guinée. Mais dans son entourage, il sent que la loyauté se fissure. Certains visages familiers évitent à son regard, d'autres chuchotent dans les couloirs. Et pendant que les médias diffusent des images des camions guinéens traversant la frontière, les rues de Bamako grondent de colère et de rumeurs. Dans les marchés, les prix flambent. Le litre d'essence se vend désormais à des sommes impossibles. Les mototaxis, les transporteurs, les ambulances même, sont à l'arrêt. Des écoles ferment, des commerces réduisent leurs heures d'ouverture. La crise s'étend. Mais derrière cette situation, beaucoup se demandent, est-ce vraiment une simple pénurie ou une manœuvre politique ? Le politicien dont tout le monde parle, celui qui veut renverser le président, a profité du chaos pour faire entendre sa voix. Dans une interview qu'il a donnée à une radio locale, il a déclaré calmement « Un pays qui dépend du carburant des autres ne peut jamais être libre. Il faut une nouvelle direction, une nouvelle vision. Le Mali mérite mieux. » Ces mots ont fait l'effet d'une bombe. Dans les rues, certains applaudissent son courage. D'autres craignent qu'il ne prépare quelque chose de plus grave. Car depuis cette déclaration, les services de renseignement ont remarqué une activité inhabituelle. Des réunions nocturnes, des mouvements suspects de véhicules.
et même des transferts d'argent entre des figures politiques connues et des anciens officiers de l'armée. Le président convoque une réunion d'urgence. Autour de la table, les visages sont tendus. Le ministre de la Sécurité propose de placer certains opposants sous surveillance. Le ministre de l'Énergie, lui, tente d'expliquer que la crise du carburant vient d'un blocage logistique, pas d'un complot. Mais personne ne semble convaincu. Le président, silencieux, regarde les images diffusées sur les écrans. La Guinée envoyant ses camions, les populations maliennes acclamant le geste fraternel. Et au milieu de tout cela, le visage de l'opposant qui s'affiche partout sur les réseaux sociaux. Assis. Dans les quartiers populaires, on parle de lui comme d'un sauveur. Lui au moins, il parle vrai, dit un jeune chauffeur de taxi-moto. Lui, il n'a pas peur d'affronter le président. D'autres, plus prudents, répondent « Attention, il veut juste le pouvoir. Il utilise la crise pour diviser le pays. Mais qu'on l'aime ou qu'on le craigne. Son nom est désormais sur toutes les lèvres. » Pendant ce temps, les camions guinéens continuent d'arriver, escortés par des soldats. À la frontière, des drapeaux du Mali et de la Guinée flottent côte à côte. Les images font le tour des réseaux. On y voit des militaires guinéens remettre symboliquement les clés des citernes à leurs homologues maliens. Un geste de solidarité entre pays frères, dit le communiqué officiel. Mais dans les coulisses, certains analystes politiques y voient aussi une manière pour la Guinée de renforcer son influence régionale, à un moment où le Mali traverse une période de fragilité politique. Les jours passent, la tension ne baisse pas. Des manifestations éclatent dans certaines villes. Les slogans sont clairs, carburant pour tous. Le peuple d'abord, mais parfois aussi changement maintenant. Et c'est là que la situation devient dangereuse. Car ces manifestations, au départ pacifiques, sont peu à peu récupérées par des groupes proches de l'opposant. Ils distribuent des tracts. Des messages circulent sur WhatsApp. Des vidéos virales appellent à un grand rassemblement national pour sauver le pays. Le président comprend qu'il ne s'agit plus d'une simple crise économique. C'est une crise de confiance, une guerre politique déguisée. Dans la nuit, une réunion secrète se tient dans une maison discrète à l'extérieur de Bamako. Autour d'une table en bois, plusieurs figures de l'opposition discutent à voix basse. L'opposant en question est là, assis au bout de la table, les mains jointes, le regard froid. Il écoute, il ne parle presque pas. Un de ses conseillers lui dit « Monsieur, le moment est venu. Le peuple est avec vous. L'armée commence à douter. Et le président n'a plus de contrôle sur la situation. » L'homme hoche la tête lentement. « Pas encore. Il faut que le peuple réclame lui-même le changement. Quand ils seront fatigués, quand ils ne croiront plus aux promesses, alors nous frapperons. » Cette phrase restera gravée dans la tête de tous ceux qui étaient présents ce soir-là. Car à partir de ce moment, le Mali est entré dans une zone d'incertitude totale. Les jours suivants, des messages circulent de plus en plus vite sur les réseaux sociaux. La Guinée aide. Mais qui aide le peuple malien? Nos dirigeants nous abandonnent. Des vidéos d'hommes et de femmes en colère remplissent les écrans. On y voit des citoyens ordinaires parler de leur souffrance, de la faim, du manque d'électricité, des enfants qui ne vont plus à l'école. Ces images tournent en boucle, nourrissant un sentiment de révolte profonde.